Tu vas prendre par exemple les Coréens du Sud. C'est la rationalité de l'élite coréenne qui a permis à ce que ces pays se développent. Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo, je suis ravi d'être avec vous encore une fois de plus. Merci pour nous avoir rejoints. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons continuer notre conversation avec Monsieur Luboya Dioka, qui nous parle aujourd'hui d'un sujet très très intéressant, d'un chapitre, je vais dire, de son livre « La Renaissance de la République démocratique du Congo ». Il écrit le livre, mais il nous fait quand même des scoops. Ce livre est à apparaître au premier trimestre de l'année 2020. Le développement, c'est quoi? Beaucoup de gens tendent à confondre le développement par la construction des routes, mais pour lui, il a une façon autre. Et sa façon de définir le développement, et il va nous donner quelques points pour nous révéler ce que pour lui il comprend du développement. On va le suivre attentivement et on se retrouve dans le prochain numéro. C'est pourquoi j'ai voulu que ce document vienne. Donc le concept du développement d'un pays commence par la pensée. Le développement se conçoit. Et jusqu'aujourd'hui, pour nous Congolais, la conception du développement est venue de l'extérieur. Nous n'avons pas conçu notre propre développement. Nous n'avons fait que copier-coller. Le développement doit partir de la réalité de notre vécu quotidien, donc du vécu quotidien de la population, et non de la réalité vécue de l'étranger. C'est-à-dire copier-coller, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, si nous voyons votre définition ici, même dans le village, nous pouvons dire que nous avons un développement. Oui. Mais plus loin, tu vois, le développement, ce n'est pas la croissance des biens. Tu comprends? Oui. Ce sont les populations, en partant de leur environnement et de leur propre culture, en partant des besoins réels de l'espace habité et de l'environnement propre à eux et non étranger. C'est plus un phénomène culturel, le développement. Oui. Okay. Alors quand on parle de l'histoire des sauts, moutons et tout cela, ça ce n'est pas vraiment le développement. Oui, ça c'est copier l'Europe. Oui, vous voulez l'amener dans votre environnement, peut-être ça ne peut pas marcher. Donc ça, on ne peut pas dire vous êtes développé pendant que vous ne dépendez que de l'extérieur. Et encore, ça vous coûte combien? Exactement. Faudrait-il encore trouver cet argent pour encore aller acheter? Donc, vous vous aliénez, vous vous faites esclave. Donc, ce n'est pas ça le développement. Selon votre définition, donc, le développement doit tenir compte de milieux culturels et de l'environnement. De l'environnement dans lequel on vit. Oui. Et surtout je peux encore faire disons dire la tautologie de la culture, comment la culture a évolué, comment vous entretenez vos relations entre vous les populations. Je voudrais te donner un exemple. Qui a créé le concept de développement dans les relations internationales? Le concept de développement a été conçu, créé et mis en place par les Américains. C'était en 1940, 42, 43. J'ai oublié le nom de celui qui avait pensé ce système-là aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis avaient pensé ce système-là de développement? Les États-Unis ont déclaré que nous devons assister les pays sous-développés en leur amenant notre connaissance, notre technologie pour leur propre développement. Cette façon de présenter les choses avait double objectif. Un, casser le système des pactes coloniaux qui faisait qu'aucun autre pays ne pouvait pas entrer dans un pays colonisé par un pays occidental.
Ça, c'est un. De deux, inciter les populations nationales à comprendre qu'on leur apporte un système de développement. Mais maintenant, le contenu de ce développement, c'était quoi? On visait les matières premières. Les États-Unis avaient besoin de matières premières. Oui. Alors, ils ont créé ce système-là pour commencer à puiser les matières premières sans passer par les pactes coloniaux qui existaient, de manière directe. Et comment? En apportant effectivement un investissement dont la rentabilité n'était pas dans le pays où on exploitait les matières premières, la rentabilité se trouvait dans leur pays. C'est-à-dire, quand ils prenaient les matières premières, ils allaient les traiter dans leur pays. Ils créaient des industries, ils créaient de la valeur ajoutée, et puis ils nous revendaient ces matériaux, ces histoires-là en produits finis. Vous devenez le marché. Nous devenons maintenant leur marché, voyez-vous. Pendant que c'est vous qui êtes le producteur. Le producteur. Et qu'est-ce que nous profitons dans cela? Donc voilà d'où est venu le concept du développement. Le concept du développement préjudiciait effectivement les pays africains. Ça ne nous anoblit pas, ça ne nous enrichit pas. Pourquoi? Parce que, à côté de ces systèmes, les autres pays occidentaux ont développé un autre système, c'est-à-dire qu'il fallait bloquer toute industrie de transformation de matières premières sur place. Toute industrie de transformation de matières agricoles. Alors, si tu regardes dans tous nos pays africains, c'est rare que tu trouves des industries performantes qui font la transformation de produits alimentaires. Ça n'existe pas. Tous les produits alimentaires sont importés. Nous sommes incapables de fabriquer le jus de tomate, le jus de mangue, pendant la saison des mangues, il y a les mangues qui pourrissent par terre. Les ananas qui pourrissent, et tout ça. Et oui, voilà. Alors, ces industries-là ont connu un blocage de la part du système international. Pourquoi? Parce que nous nous attendions à ce que les financements viennent de l'extérieur, que les idées nous viennent de l'extérieur, que le projet de développement nous vienne de l'extérieur. Ceux de l'extérieur connaissaient pourquoi ils bloquaient ce système-là. Voilà pourquoi dans notre pays, l'usine de Maluku, qui était prévue pour transformer les matières premières sur place, créer de l'emploi, n'a pas pu fonctionner. Voilà pourquoi Inga, qui a été créé pour donner de l'énergie à toute la République démocratique du Congo, n'a pas fonctionné. Et c'est là comment? Parce que nous avons toujours recouru au système de financement extérieur. Oui. Je donne à titre d'exemple, je crois dans les annales de notre pays, on peut trouver ça. Quand on a lancé l'offre pour Inga, ou bien pour d'autres projets républicains, d'autres pays que la Belgique avaient gagné ces offres. Le roi belge écrit à Mobutu. Comment moi et patati. Mobutu a cédé par sentiment. Alors que le projet était gagné par un autre pays, il a donné à la Belgique. S'agissant de Inga, le projet de Inga, quand la Belgique a commencé Inga, elle a abandonné, elle est rentrée chez elle. Alors on s'est trouvé devant manque de financement. Voilà pourquoi Inga n'a pas pu aller plus loin. Plus loin jusqu'à Oui. Il en est de même de la Sosacom quand on avait créé la Sosacom. La Sosacom devait s'occuper de la commercialisation de nos matières premières à l'extérieur. C'est vrai que nous avons manqué à ce moment-là. Nous n'avions pas suffisamment de l'expertise et tout cela et des moyens financiers. Mais la Belgique a tout fait pour casser l'impact de la Sosacom dans les marchés mondiaux de nos matières premières. Elle a voulu se réserver le titre de commissionnaire, si je peux l'appeler ainsi, pour continuer à bénéficier de certains revenus ou de certains frais qu'on pouvait payer à tous les pays qui devaient choses. Voilà un peu ce qui a caractérisé les investissements des étrangers dans notre pays. C'est ça, donc une question ici. Ouais. Alors, c'est pour cela que quand nous disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est contre la coopération avec les pays étrangers, mais nous disons que nous devons être nous-mêmes avant de commencer cette coopération. Être nous-mêmes, c'est quoi? C'est savoir qu'est-ce que nous voulons. Ouais. L'exportation de matières premières dans l'état où se trouve, ce n'est pas profitable aux Congolais.
Alors, qu'est-ce que nous voulons? Faisons comme les Chinois. Les Chinois ont demandé aux investisseurs étrangers de venir chez eux. Ils ont profité de la main-d'œuvre. Ils ont commencé à produire des produits en Chine. Et ils ont commencé à exporter des produits chinois à l'extérieur. Oui. Et la Chine a signé les accords avec eux. Bon, écoutez, messieurs, vous allez travailler pendant 10 ans. Après 10 ans, vous partez chez vous. Nous, on récupère l'unité de production. Vous voyez comment la Chine a opéré? Oui. Bon, nous aussi, nous pouvons réfléchir à un système qui peut privilégier notre développement. Aujourd'hui, la Chine est appelée première puissance économique du monde. Ce n'est pas ce système-là. Tu vas prendre par exemple les Coréens du Sud. C'est la rationalité de l'élite coréenne qui a permis à ce que ce pays se développe. En ce sens qu'elle a compris qu'avec les investissements étrangers, il faut faire attention. Mais s'il faut les utiliser, comment nous pouvons les utiliser? Mais ici, chez nous, nous appelons un étranger, il va venir exploiter les mines dans l'état brut. On connaît les fils des camions à Kasumbalesa. Exactement. Hein? Qui ne faisait que des produits bruts. Pendant que et là où on prenait ce produit, il n'y a rien qui était fait. Et ces produits, vous savez combien ça produisait là où ça partait? Création d'emplois, création de richesses, alors que la population chez nous continue à s'appauvrir. Voilà pourquoi personnellement j'ai dit que le système des investisseurs, et puis en plus les investisseurs étrangers bénéficiaient de beaucoup d'avantages dans les lois de la République. On leur donnait par exemple 10 ans d'exemption de paiement d'impôts, 5 ans de ceci, de cela, bref. Voilà pourquoi il faut que ce genre de choses soient connues par le grand public pour comprendre quel type d'investissement. Parce qu'il y a de vrais investisseurs qui sont d'accord de venir investir chez nous, comme ici en Afrique du Sud. Quand les investissements arrivent ici en Afrique du Sud, ce n'est pas pour créer des circuits de transfert de fonds dans leur pays d'origine. Non. Ici, il n'y a pas un système de transfert de revenus dans le pays d'origine. Mais chez nous, c'est la condition sine qua non qu'on pose au gouvernement pour qu'un investisseur expatrié soit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Vous avez compris vous-même quelle sagesse M. Lou Boyadi Oka possède. Donc, nous sommes en train de vous expliquer donc tous les dimanches, petit à petit, il vous révèle des chapitres qu'il développe dans son livre « La Renaissance de la République démocratique du Congo ». Au fait, c'est un livre solution. Qu'est-ce qui devrait être pour la République démocratique du Congo? On se retrouve donc dans le prochain numéro avec lui. Ça sera peut-être au courant de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Peut-être, mais certainement le dimanche prochain. Au revoir et bon dimanche.